Bon, bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir. Voilà, on avait prévu d'avoir 300 participants connectés à ce webinaire et donc le sujet semble vous intéresser et on est ravis d'être là avec vous. Alors on a aujourd'hui deux entreprises de notre région Rhône-Alpes qui sont invitées. Nous avons Innovaya et le groupe Chevel qui se présenteront tout de suite après. Innovaya, c'est une start-up qui disrupte un peu les codes du marché dans le traitement de l'eau. Et Groupe Cheval est une entreprise positionnée sur un métier là, beaucoup plus ancien, bien ancré dans le territoire. Et donc l'idée, c'était de faire la preuve qu'on peut avoir des modèles d'affaires qui évoluent, qui se préparent aux transitions sociétales à venir, tout en étant très différentes de par la nature de métier, de par leur taille, de par leur maturité d'existence. Donc voilà, ça va être intéressant d'avoir des témoignages très différents. Petite précision technique aussi que je voulais vous partager avec vous en introduction. Vous pourrez avoir accès au replay par la suite. L'équipe de ProDurable enverra tous les liens à tout le monde. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Et autre information technique, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le petit module qui est sur le côté droit de l'écran qui s'appelle questions. Et on essaiera d'y répondre au mieux pendant ce temps ou par la suite. Alors du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi concilier innovation et RSE. Donc, pourquoi concilier innovation et RSE? En fait, on sait tous qu'on devrait être neutre en carbone en 2050. C'est au moins l'un des challenges qui nous attend. Être neutre en carbone en 2050, il ne va pas suffire d'améliorer notre efficacité énergétique ou de passer à du zéro papier. C'est probablement des transformations beaucoup plus fondamentales qu'on va devoir adresser. Des transformations en matière humaine, de management humain, de comment on s'organise, comment on se prépare, des transformations technologiques, bien évidemment, et bien d'autres. Donc d'ailleurs, Alain, tu as des chiffres partagés à ce sujet-là. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je vais aborder des chiffres un petit peu plus financiers sur la présentation pour confirmer qu'effectivement, la RSE, souvent, doit être dépassée au-delà de son côté normatif, et c'est aussi un outil de performance pour l'entreprise. Il est démontré d'après une étude CityWeb de 2020 qu'aujourd'hui, à peu près, les entreprises engagées, en tout cas, ont constaté une augmentation de leur profit de l'ordre de 20%. Et de l'autre côté, dans ce sens, également, une étude de State Street Corporation qui a été faite en 2019 auprès de 16 000 gestionnaires d'actifs de fonds montre que 62% des investisseurs estiment aujourd'hui intégrer la RSE est un gage de performance pour les entreprises. Donc, de notre côté, avec Caroline, côté Mazars qui traite la partie RSE et chez French Cleantech où nous sommes tournés vers l'accompagnement sur les processus d'innovation auprès des corporates, nous avons constaté de manière récurrente auprès de nos clients que trop souvent, la RSE était traitée de manière séparée par rapport aux enjeux d'innovation. Et on a tous constaté que le capital humain est au cœur des deux processus. Pour développer l'innovation, le capital humain est clé. On est obligé de fédérer des équipes, des collaborateurs, des fournisseurs. Et côté RSE, également, le capital humain est l'épine dorsale pour pouvoir avancer. De ce fait, nous avons décidé de monter ce webinaire pour aborder cette thématique et voir comment, par les témoignages de nos invités, en combinant innovation et RSE, on pouvait développer des modèles d'affaires durables et augmenter en même temps la performance de son entreprise. Oui, alors pour terminer, avant de passer donc, la parole à nos entreprises, je voulais partager avec vous le fait que, donc Mazars, nous avons mené cet hiver une étude auprès de 400 dirigeants en France
sur la neutralité carbone pour savoir où en sont les entreprises en France. Donc, c'est une étude qui est téléchargeable sur le site internet de mazars.fr, donc qui s'intitule Les dirigeants face à la neutralité carbone. Donc, on a quelques grands chiffres clés qui ressortent. Hein. C'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié des dirigeants mettent ce sujet-là, intègrent ce sujet-là comme une véritable priorité dans leurs entreprises. C'est 52% des dirigeants interrogés. On constate que c'est le cas aussi bien dans les grands groupes et les ETI que dans les PME. L'écart entre grands groupes et PME est très très faible. Alors évidemment, dans les TPE, pardon, on est un peu en dessous, hein, on est plutôt dans les 40%, mais ces chiffres augmentent vraiment fort, surtout depuis l'année passée. Et la bonne nouvelle, c'est que sur à peu près 52% de dirigeants qui sont convaincus que c'est une priorité, il y en a 46% qui ont déjà mis en place des plans d'action. Donc entre je pense que c'est important et je mets en place un plan d'action, le gap n'est pas si important. Donc on commence vraiment à passer à l'action. En revanche, quand on parle de mettre en place une véritable feuille de route avec des objectifs, des engagements et des moyens de les atteindre, là on est seulement à 16%. Donc une entreprise sur 6 en France qui a vraiment une feuille de route sur le sujet carbone. Je parle du sujet carbone puisque c'est aujourd'hui celui qui est quand même le plus et le mieux travaillé. On sait tous qu'on aura d'autres enjeux à adresser qui sont la biodiversité, les écosystèmes et d'autres. Mais là, évidemment, on est moins outillés. Voilà, donc vous pourrez télécharger ça sur le site internet et je vous mettrai tout à l'heure les liens dans la zone de questions et de chat. Et je vais tout de suite laisser la parole à Albin qui va interroger Véronique de Gotex, qui est donc directrice générale adjointe du groupe Cheval et qui va se présenter. Tout à fait. Juste préalablement, je réponds aux questions sur le chat. Donc, on a eu un petit souci technique avec la présentation. On vous communiquera les éléments de présentation, bien évidemment, juste après. Véronique, merci de votre présence aujourd'hui. On est très heureux de vous avoir pour ce témoignage. Bonjour, merci de l'invitation. Et bonjour à tous les gens qui sont déjà connectés. Je vais laisser vous présenter le groupe Cheval et puis on abordera ensuite toute l'originalité de ce que vous avez pu développer depuis de nombreuses années, puisque le groupe Cheval est un groupe qui a été créé en 1949, si je ne me trompe, groupe familial, et qui a su innover tout au long de son parcours et de son développement. Mais préalablement, je vous laisse présenter un petit peu les activités de votre groupe. Tout à fait. Alors, c'est effectivement un groupe maintenant, même si issu du secteur du TP, c'est un groupe qui a une chaîne d'activité intégrée avec très en amont donc les carrières, une grosse activité de carrière qui viennent alimenter ensuite le reste, une partie du business. On a une partie après industrie avec des centrales enrobées et des centrales béton. Puis après, le métier donc là, on est sur les matériaux. Une partie a ensuite de métier de transformation avec le TP, du terrassement, de l'aménagement, de la canalisation, et puis ensuite autour du paysagisme pour remettre en état tout l'environnement. Une activité également en bout de chaîne qui est le recyclage avec des déchetteries professionnelles, où on a vraiment la volonté de donner une seconde vie aux matériaux. Donc, on est vraiment sur un principe d'activité d'économie circulaire et on a en amont deux autres activités qui sont la déconstruction et le désamiantage. Voilà, pour aussi se dire que, alors on est déjà sur les sujets d'entreprise à mission, c'est de dire que plutôt que de s'étendre avec tous les projets de désartificialisation, ben, c'est de dire on déconstruit, il faut être capable de déconstruire des friches industrielles pour pouvoir reconstruire derrière. Et puis d'aller, parce qu'on a déconstruit aussi. Voilà, si je peux dire, la troisième chose, effectivement, de dirigeants sur ce groupe, et ce groupe a toujours eu la préoccupation du respect du territoire et des populations du territoire. Voilà, je pense que c'est globalement clair sur les activités, même si ça, ce sont les activités historiques. Ce que je peux rajouter, c'est que nous souhaitons et nous sommes en pleine réflexion pour
développer et avoir de nouvelles activités en innovant. Alors, peut-être sur les routes, en tout cas sur l'énergie, comment travailler sur des nouveaux enjeux, travailler aussi l'enjeu de l'eau, ce qui fait d'ailleurs une vraie connexion avec l'autre intervenant. Ton projet et l'activité nous a fortement intéressés. Donc voilà, tout ce qui est autour de ces principales ressources. Alors, merci pour cette introduction, Véronique, et on viendra juste après avec des exemples concrets justement peut-être d'innovation que vous avez commencé à mettre en œuvre. Oui. Ma question suivante serait surtout, on va dire, liée à la thématique du jour, puisqu'on l'expliquait juste avant, l'intérêt c'est d'affronter et de combiner de front innovation et RSE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous qui avez pris le choix d'être entreprise à mission, une des premières entreprises à mission des travaux publics, de voir comment vous avez traité ces deux sujets, comment vous êtes organisé justement pour les traiter en interne de manière transversale. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre retour d'expérience? D'accord. Alors, tout d'abord, j'allais dire que le choix de devenir entreprise à mission et d'annoncer et de revêtir ce statut, c'est pas du tout une action de communication et il ne faut sûrement pas que ça en soit une. C'est vraiment la suite logique d'une démarche RSE qui a été initialisée depuis très très longtemps et je vais dire qui a même été portée par les dirigeants du groupe de manière, c'est dans l'ADN du groupe, cette préoccupation du territoire, ce respect de l'environnement, de la biodiversité, des ressources précieuses que sont l'eau évidemment, que sont l'air, le respect des riverains. Donc j'allais dire qu'il n'y a pas, c'est pas une grande nouveauté, c'est plutôt la transcription avec un côté très juridique et réglementaire de démarches qui sont dans l'ADN du groupe. Il y a aussi donc si je prends les deux volets, le volet social et le volet environnemental. Sur le volet social, il y a eu de tout temps la volonté de créer, de développer l'emploi, mais aussi de former et d'aider des populations ou en tout cas des acteurs qui sont peut-être moins enclins à faire des études, d'ouvrir du travail. Donc on a tout un volet maintenant qui s'ouvre sur tout type de métiers, de fonctions et de niveaux d'études, avec des grands parcours, de nombreux parcours, on va dire, d'apprentissage, qui vont depuis des apprentis de métiers très jeunes jusqu'à de l'alternance ou des parcours ingénieurs. Et on s'efforce, on va dire, allez, si je dois donner quelques chiffres, on est une TI, on va dire une petite TI ou grosse PME, je ne sais pas trop comment nous définir, mais en tout cas, voilà, on n'est pas un acteur énorme. Cependant, sur la région, on essaye de développer. Ça représente 650 collaborateurs environ. Et chaque année, on a 50 apprentis ou alternants. Et on en embauche au terme de leurs études globalement 95%. Ça veut dire qu'on est en permanence en création d'emplois, en développement de compétences, en développement de parcours professionnels. On essaie d'agir aussi auprès des écoles. Donc ça, c'est vraiment un volet social important. Ensuite, pour les collaborateurs en interne, on poursuit ces actions de développement autant que faire se peut. Et dès qu'on identifie des sources possibles, on essaie de faire évoluer les gens en interne. Donc, on privilégie d'abord le développement interne et puis après, on va vers du recrutement externe. Ça, c'est pour donc voilà la partie développement et formation. Évidemment, on veille à faire évoluer les conditions de travail, les conditions salariales et faire en sorte que les collaborateurs soient des collaborateurs qui se plaisent dans le groupe, qui ont alors cette notion de bien-être sur des métiers qui parfois peuvent être effectivement très difficiles dans les conditions de travail parce que beaucoup de travaux à l'extérieur, mais on essaye effectivement de développer tous ces aspects-là. Après, sur la partie environnementale, on a lancé de nombreuses actions. Alors, j'allais dire récemment, en septembre 2020, ça a été ponctué par, on a été lauréat du génie écologique, notamment en travaillant sur tout un projet autour de l'eau et en fait, des couloirs de nage de poissons. On a lancé des projets d'innovation autour de l'économie de l'eau. Vous voyez
le lien avec Innovaya, qui sont notamment autour de comment économiser cette ressource précieuse, parce que les carrières sont des gros consommateurs d'eau, de même que l'activité béton. Donc, on est en pleine réflexion pour savoir comment économiser et préserver cette ressource avec un projet qu'on appelait InnoBéton. On a également un projet de R&D là, qui va aboutir, qui est bien avancé sur l'utilisation de béton recyclé. Donc là aussi, c'est à la fois de l'innovation, à la fois de l'économie circulaire, du recyclage. Donc on est bien sur ces métiers et ces actions de respect de l'environnement. Donc voilà, sur le béton recyclé, à la fois pour de l'aménagement urbain, et puis à la fois aussi pour l'utiliser en volume sur l'utilisation de sous-couches en bordure. On a également, et c'est des projets, alors c'est onéreux, hein, c'est le choix du dirigeant de mettre les moyens pour préserver l'environnement. On a un projet de R&D autour d'un brûleur bois pour la centrale enrobée, de manière à travailler avec du bois et puis baisser l'empreinte carbone. On utilise autre initiative, alors vous voyez, on en a pas mal et on va essayer de tout bien structurer pour les déployer. L'utilisation également de granulats recyclés, c'est-à-dire que quand on défait un enrobé pour refaire une route, eh bien on peut en recycler une partie qu'on pourra réutiliser sur d'autres travaux. On a également une réflexion autour de la transition énergétique, sur évidemment l'énergie, aller vers peut-être le GNV, transformer l'énergie de nos véhicules, changer nos véhicules pour utiliser d'autres énergies. Et là, c'est imminent, alors je ne peux pas tout vous donner là, mais voilà, c'est imminent. On a également, dans la manière dont nous chauffons, c'est une autre initiative majeure, mais on a des chaudières bois sur lesquelles que l'on fait fonctionner à partir du bois que nous recyclons dans nos déchetteries professionnelles. Donc, vous voyez qu'on a vraiment le cercle et la boucle vertueuse. On travaille également sur le respect de la biodiversité, puisque quand on fait des aménagements, il faut effectivement respecter l'environnement. Donc, on a des études autour de cette biodiversité. On se fait accompagner également par des cabinets de conseil. Voilà, ce sont des initiatives diverses et variées, mais qui ont été faites. Tout n'a pas été lancé quand on a décidé de passer à entreprise à mission. Elles existent depuis de nombreuses années. Moi, je suis assez récente dans le groupe et ça existe bien avant la démarche initialisée d'entreprise à mission. Donc, c'est simplement le souhait de mettre tout ça dans la démarche stratégique, de l'inscrire dans les projets, de donner une certaine orientation au groupe, peut-être même au travers de nouvelles activités, pour respecter tous ces enjeux que sont les enjeux environnementaux qui nous tiennent à cœur au niveau de la direction et de la gouvernance de l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment une démarche qui est portée, qui est incarnée par les dirigeants de cette entreprise. Une vraie conviction. Merci pour ce retour et pour ces illustrations. Une petite dernière question, juste parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et bien évidemment, on ouvrira un peu des questions juste à la fin. Sur les bénéfices en termes d'affaires, en fait, en termes de business créé, vous qui avez une lecture financière, parce que vous avez cette culture-là aussi historiquement dans votre parcours, quelle perception vous pouvez nous donner concrètement de cette démarche en termes de PNL? Comment ça se reflète aujourd'hui dans les comptes de l'entreprise, ou en tout cas dans le modèle d'affaires qui est en cours? Alors, plutôt que c'est pas une rentabilité instantanée, c'est pas tiens, on appuie sur le bouton entreprise à mission et puis quel gain est-ce que l'on va avoir. Tout d'abord, c'est, comme je le disais, c'est plutôt une démarche et une intention plus que louable et j'allais dire même nécessaire. Mais évidemment, toute la pertinence de la démarche, c'est d'allier cette conviction profonde et vertueuse avec des modèles économiques, parce que toutes les initiatives que je vous ai mentionnées là, au départ, ça représente de nombreux coûts et on va essayer d'en faire des investissements, c'est-à-dire d'avoir un retour. Donc, si on arrive, on essaye de travailler, si on arrive à économiser l'eau, évidemment, on va préserver, mais ça va être aussi une économie. Si on arrive à travailler avec du bois recyclé de plus en plus, notamment pour
le chauffage. Et évidemment que ça va se retranscrire sur des gains au niveau des combustibles. Pareil pour l'énergie, mais c'est pas au départ l'appât du gain, bien évidemment. C'est toute la pertinence et l'intelligence des modèles économiques qu'on va développer et les choix stratégiques que l'on va faire qui feront qu'au bout du compte, ce sera un gain. Après, il y a le gain aussi en termes, j'allais dire, d'image, et ça, on espère que ça va attirer de plus en plus de partenaires qui ont envie aussi d'œuvrer pour cette cause essentielle. Et on le voit déjà, on a un vrai engagement au sein des collaborateurs. C'était un des points aussi importants que je voulais mentionner, c'est que ce n'est pas une démarche naturelle pour tous les collaborateurs. Donc, il y a un gros travail d'éducation, d'information en interne pour que ce soit incarné par chacun, que chacun puisse être l'ambassadeur de cette démarche et fasse ses petits gains parce que meilleur comportement citoyen, comportement respectueux, et on aura à terme des gains. Si on a, je vais prendre un exemple tout simple, mais l'éco-conduite. Aujourd'hui, on a des sommes en termes de carburant qui sont énormes. C'est un vrai budget avec les engins, avec les camions, avec tout le matériel qui est utilisé. Il y a plusieurs centaines de moteurs thermiques dans l'entreprise. Si on arrive à développer cette réflexion, cette conscience que l'éco-conduite peut amener, ce sont des petits gains à l'échelle d'un individu, mais par contre des gains importants, d'abord pour la planète et puis en termes de PNL, comme vous le disiez, pour l'entreprise. Donc voilà, mais ça passe par un travail d'éducation, de formation, d'information, de sensibilisation aussi. C'est important. Et on voit qu'il y a des jeunes, des moins jeunes qui se sont mobilisés. C'est d'ailleurs une vraie source de satisfaction pour nous à la direction de voir la mobilisation des personnes pour contribuer à ce beau projet d'entreprise, parce que c'est un projet d'entreprise, ce doit être un projet d'entreprise. Et on a aussi, on le voit dans les candidatures, les gens qui, quand on leur dit qu'on a fait ce choix d'être une entreprise à mission, on voit bien que ça vient allumer des petites étincelles dans les yeux de certains et que ça crée un vrai attrait de l'entreprise, alors que parfois les activités ne sont pas forcément celles qui peuvent attirer des populations sur les métiers qui sont les métiers historiques. Mais on voit avec ça, oui. Véronique, pour enchaîner, puis pour conclure, si vous pouvez conclure en 1 minute, puisqu'on va laisser la parole à Khaled à la suite. Bien sûr. On a une question dans le chat. On nous demande, est-ce que vous avez pensé aux véhicules à hydrogène? Alors, on a pensé aux véhicules à l'hydrogène. On est en train de mener l'étude, mais on a pensé beaucoup aux véhicules. Alors, des véhicules électriques pour les véhicules plus de tourisme et aussi pour les engins, les véhicules au GNV. Oui, tout à fait. On est en plein sur le sujet. Et là, on fait un bilan carbone pour tout étudier. Et, oui, on y a pensé et on se dit que forcément, ça sera multimodal, donc avec de l'hydrogène, du GNV. Donc, on est en plein dans cette réflexion. On a une question complémentaire sur le modèle d'affaires durable que vous mettez en œuvre et puis l'impact qu'il peut avoir en lien notamment avec comment ce modèle d'affaires peut concourir à la décarbonation de l'économie. Alors, je vous invite à garder cette question. On reviendra juste après dessus. On va peut-être donner la parole à Khaled pour nous parler un petit peu de ce qu'il a pu mettre en œuvre dans le secteur de l'eau, mais on revient sur cette question à la fin, si vous êtes d'accord. Okay. Alors, bonjour. Merci pour votre témoignage. Je vous en prie. On va entendre maintenant Khaled Almezayem de l'entreprise Innovaya, donc une start-up lyonnaise dans le traitement de l'eau. Donc, c'est une entreprise qui est ESS, qui est ESUT, mais qui est aussi une SAS. Donc, le but de Khaled, c'était aussi de montrer qu'on peut être, et ils sont les seuls en France, on peut le souligner, on peut tout à fait avoir un modèle d'affaires fondamentalement durable, social, solidaire, tout en faisant des bénéfices. C'est possible, en fait. Alors, qu'est-ce qu'est le métier? En fait, l'entreprise a mis sur pied un système qui permet le traitement de l'eau sans produits chimiques, complètement automatisé,
qui permet un traitement de l'eau décentralisé, alors qu'aujourd'hui, on est dans des systèmes de traitement de l'eau beaucoup plus centralisés. Voilà en quelques mots, mais je pense que Ralen en parlera beaucoup mieux que moi. Et je vais commencer par une première question qui est, donc l'eau, on le sait plus ou moins tous autour de cette table que c'est un enjeu sociétal fort. J'avais envie de dire à venir, mais enfin bon, il est déjà présent dans le monde, voire même en France. Alors aujourd'hui, pour rappeler un chiffre, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Alors Ralen, est-ce que vous pourriez nous expliquer est-ce que c'est pourquoi? Est-ce que c'est un problème de technologie, de moyens, de modèle économique? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, comme vous l'avez très bien dit, nous, on est une jeune entreprise innovante. Donc, on a l'agrément jeune entreprise innovante et également l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qu'on a eu l'année dernière. On est effectivement la seule en France à avoir les deux en étant une SAS. Voilà. On est une équipe de 12 personnes et nous avons effectivement développé des technologies de traitement sur la base des technologies membranaires. Et en fonction de la problématique, on va adapter la partie hardware à la problématique de l'eau. Et on combine ça avec un software et un algorithme que nous avons développé. Donc c'est une connaissance poussée entre la partie traitement de l'eau, pure et dure, et la data et la gestion de la data qu'on a développée. Donc c'est ces deux expertises-là que nous avons développées. Donc pour répondre à la question de est-ce que c'est un problème, d'où vient le problème fondamentalement, je pense que c'est multifactoriel, mais il n'y a pas vraiment de problème de technologie, il n'y a pas vraiment de problème de moyens, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est déployé pour le traitement de l'eau. Et ça fait maintenant 25-30 ans que la problématique de l'eau stagne, voire s'empire. D'ailleurs, j'ai relu un article récemment du Monde du 22 mars 1997 qui disait que l'eau allait être le prochain choc pétrolier. Déjà, donc il y a 25 ans, on en parlait et c'est encore le cas. Et ça s'accélère. Donc le problème, il vient pas vraiment, d'après nos observations, le problème vient plutôt du modèle de l'eau. Le modèle économique de l'eau et le modèle dans lequel on fait le traitement de l'eau. C'est un modèle qui est très linéaire. C'est-à-dire qu'on va ponctionner l'eau dans une source, une nappe, une rivière, un lac. On va la traiter dans une usine de potabilisation, par exemple, et ensuite, on va aller vers les consommateurs, le bâtiment, les usines, etc. Et ensuite, il va y avoir des déchets qui vont être créés, et ces déchets vont être gérés par des stations d'épuration plus loin, et ensuite, il va y avoir un rejet dans le milieu. Donc en fait, ça, c'est le petit cycle de l'eau, mais le nom de petit cycle porte mal son nom, parce que c'est pas vraiment un cycle, c'est-à-dire qu'on va ponctionner, user et rejeter en traitant un petit peu, et on se greffe sur le grand cycle de l'eau. Mais en ayant ce modèle économique, et en ayant ce modèle-là du traitement de l'eau, il est très difficile de créer des boucles de recyclage parce que il faut qu'il y ait des initiatives individuelles et les grosses initiatives viennent des industriels aujourd'hui parce qu'ils ont des contraintes aussi de rejet et en voyant ces contraintes de rejet, ils se disent qu'il faut aller vers de la réutilisation. Mais aujourd'hui, pour tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est consommation humaine, c'est très compliqué. Donc il faut repenser un petit peu ce modèle en décentralisant le traitement de l'eau pour pouvoir créer des boucles de réutilisation et avoir un impact moins important sur la ressource. Parce que derrière, on a des problématiques qui arrivent. Là, il y a une étude du 1er janvier 2021 qui est parue dans Science qui montre que 60% des villes mondiales s'affaissent. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne trop. Et donc, on ne laisse pas le temps au grand cycle de l'eau de faire son travail et de régénérer les nappes. On construit par-dessus, donc il y a du poids et ça s'affaisse. Il y a des villes comme Jakarta qui sont en train de s'écrouler, Mexico, et plus proche de nous, il y avait Venise et les Pays-Bas qui sont dans des situations très problématiques. D'accord. Donc, quand on préparait cet atelier, vous nous disiez que
tout système tel qu'il est conçu et circulé aujourd'hui est reposé sur le fait que la ressource en eau, on considérait qu'elle est inépuisable. On s'aperçoit que ça n'est plus le cas. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus concrètement, avec votre système de décentralisation, comment aujourd'hui on arrive à conserver mieux cette ressource? En décentralisant, déjà, on peut faire plusieurs réseaux, par exemple. On peut faire un réseau d'eau propre et un réseau d'eau potable. Aujourd'hui, il faut savoir que l'eau potable, pour la consommation humaine, ne représente que 7% des besoins réels, c'est-à-dire qu'on va consommer pour la boisson et la nourriture. Le reste, c'est les douches, la chasse d'eau, l'arrosage, le nettoyage. Pour les industries, effectivement, il y a un cahier des charges également important, souvent pour le traitement de l'eau, et partir d'une eau de réseau qui est traitée est important, est intéressant, mais il n'est pas nécessairement besoin d'une eau potable. Dans 70% des cas, l'eau ne doit pas être potable, elle doit être propre. Donc faire un double réseau permet de discriminer la qualité d'eau dont on a besoin, et donc derrière, de rationaliser le besoin en fonction de la problématique. Et donc de créer des boucles de recyclage et de réutilisation, parce qu'on peut cibler le traitement en fonction de la problématique, et pas faire du tout à l'égout, par exemple, qui est une aberration. D'accord. Alors, là, on a abordé le problème surtout du point de vue sociétal et environnemental. De quelle manière, finalement, votre technologie innovante adresse un enjeu de société? Et maintenant, côté entreprise. Parce que finalement, j'imagine qu'à ce webinaire, on a principalement des entreprises qui sont connectées. Est-ce que vous pourriez nous expliquer aujourd'hui, en France, quelles sont les entreprises qui font appel à vous pour adresser quoi, pourquoi, comment vous y répondez? Et j'en profite pour inclure une petite question qu'on vient d'avoir en ligne. Et vous ne vous adressez donc pas seulement qu'à des entreprises, mais aussi à d'autres acteurs publics, par exemple, etc. Exactement. Donc on s'adresse. En fait, on a deux grands marchés. On a l'accès à l'eau potable, qui est un marché plutôt international, et on travaille avec l'Agence française de développement. On travaille avec les banques africaines de développement, les banques asiatiques de développement, dans des projets avec des ONG ou des acteurs locaux. Nous, on vient avec notre expertise eau. J'étais récemment en Côte d'Ivoire, donc on a beaucoup travaillé avec le CIAPOL, qui est l'équivalent de la DREAL aussi, sur les sujets d'entreprise. C'est aussi des problématiques qui concernent l'international. Et en France, on travaille effectivement avec des entreprises comme le groupe Cheval qui souhaitent en fait créer des boucles de recyclage de leur eau, faire des projets qu'on appelle les projets ZLD, zéro liquid discharge ou zéro rejet liquide, en combinant des technologies de filtration qu'on maîtrise avec d'autres technologies, parce qu'on n'est pas les seuls, et nous on maîtrise la partie filtration, ce qui est intéressant quand on a des effluents chargés, mais qui ont en majorité plus de 80-90% d'eau. Il vaut mieux passer par de la filtration que par exemple de l'évapoconcentration. Et l'évapoconcentration viendrait en fin de chaîne pour faire du zéro déchet liquide, par exemple. Donc c'est de l'ingénierie de traitement qu'on peut faire au cas par cas avec les industriels. Et donc on est sollicité par ces industriels, surtout dans le sud de la France, parce qu'ils ont des problématiques sécheresse. C'est pas très loin, dans la Drôme par exemple, ou même là on a des projets avec le groupe Pierre Fabre par exemple, d'usines sèches, parce que d'ici 5-6 ans, ils ne vont plus pouvoir prélever d'eau, et donc devoir arrêter les usines pendant 2, 3, voire 4 mois dans l'année, sans pouvoir produire. Donc, en fait, il faut que la ressource eau ne soit plus considérée comme juste une matière première, mais bien comme un enjeu stratégique, parce que l'eau, c'est 95% de l'industrie utilise de l'eau dans ses process. Donc, il faut vraiment le voir comme un enjeu de pérennité pour la production de ces solutions, de ces produits, de ces services. Et donc, ce que fait le groupe Cheval, par exemple, c'est remarquable, parce que c'est rare que des entreprises fassent ça de façon proactive,
C'est très souvent ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est de façon comment dire, oui, réactive, effectivement. C'est-à-dire, on a un décret sécheresse, on ne peut plus prélever, il faut agir dans l'urgence, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se mette aux normes de rejet, et on ne va pas plus loin dans la réflexion de est-ce que je ne peux pas réduire mon empreinte eau? On parle beaucoup de l'empreinte carbone, mais l'empreinte eau est très importante. Et quand on voit que l'empreinte eau par personne en France, par exemple, les 2/3 de l'empreinte eau, c'est nos habits et ce qui est lié à l'industrie et à l'agriculture, et non pas à notre consommation, c'est là où on se dit on doit avoir, en tant qu'industriel ou en tant qu'entreprise, un vrai impact sur cette problématique qui nous touche tous. D'accord. Alors, une dernière question, puis après on fera quelques questions-réponses donc qui sont posées ici dans le chat. Alors, pour conclure, Aled, finalement, quel est le lien, selon vous, entre l'innovation et la responsabilité sociétale ou RSE de l'entreprise? Comment tout ça s'imbrique? Quelle est votre vision de ça? Alors, ma vision, elle est très simple et très basique. Il faut retomber amoureux de son problème. Une entreprise est là aussi pour résoudre des problèmes. C'est le produit ou le service qu'elle émet. Il a un lien avec une problématique, un besoin. Et il faut retomber amoureux de son besoin, de son problème. En tombant amoureux de son problème, on comprend son problème et on ne peut pas avoir autre chose qu'une stratégie RSE dans tous les sens du terme. On est obligé de faire de l'innovation autour de ça, de faire de l'innovation autour de la responsabilité sociale de l'entreprise. Il faut se reconnecter en fait au monde réel. Et il ne faut pas faire de l'innovation pour l'innovation. Et donc faire de l'innovation sans stratégie RSE derrière, c'est un petit peu, c'est pas quelque chose qui va être durable. Et durable pour la pérennité de l'entreprise. C'est pas forcément que pour l'environnement, pas forcément que pour l'environnement ou pour le côté social de la chose, mais aussi pour la pérennité de l'entreprise. Voilà, c'est mon point de vue. Merci pour ce beau témoignage. Alors j'enchaîne directement avec une question qui fait le lien. L'industrie de l'hydrogène, on dit que c'est une technologie qui consomme beaucoup d'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? L'industrie de l'hydrogène. Oui, effectivement. On dit que c'est très consommateur d'eau parce on en parle beaucoup en ce moment, l'hydrogène. On dit que c'est probablement une solution d'avenir, mais alors du coup, sur le plan carbone, mais du coup sur le plan eau. C'est une équation qui est très complexe. Il n'y a pas une réponse universelle. L'hydrogène a ses bienfaits et a ses côtés négatifs. Aujourd'hui, on sait que la majorité de l'hydrogène qui est produit aussi n'est pas faite avec des énergies décarbonées. Ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique, c'est qu'il y a différentes technologies. Je connais une entreprise australienne qui, elle, produit de l'eau distillée en faisant de l'hydrogène. Donc, c'est un coproduit. Donc, après, il y a différentes technos qui se mettent en place. Mais il n'y a pas c'est pour ça qu'il faut intégrer de la stratégie RSE dans toute son entreprise, parce qu'une entreprise ne peut pas avoir la prétention d'avoir la réponse à tout. Et donc, avoir une stratégie RSE, c'est aussi savoir se mettre ses limites et savoir s'entourer. Nous, on fait partie d'une alliance d'entreprises où on s'associe avec d'autres entreprises pour traiter des problématiques où on a nos limites. On n'a pas la réponse à tout. Mais par contre, on a l'intelligence de se dire ça, on ne sait pas faire, mais par contre, on sait avec qui en discuter. C'est un point intéressant, peut-être que Véronique peut rebondir dessus, pour nous expliquer aussi, peut-être vous, comment vous abordez cette question des limites de vos activités, de votre développement d'innovation. Comment est-ce que vous nouez des partenariats, comment vous travaillez en réseau pour travailler sur ces sujets-là? Alors, d'abord, je vais dire, quand j'entends donc l'intervenant sur Innovalia, enfin le fondateur même, si je ne m'abuse, c'est vrai que ça donne envie, ça me donne envie d'ailleurs de vous recontacter après. Et je vais dire, RSE innovation, pour moi, c'est allier les deux choix de raison et de passion. Parce qu'on peut se faire vraiment plaisir avec le côté développement et innovation,
Et puis le côté raison, oui, il y a la raison financière, mais il y a la raison de préserver un peu cette planète, les ressources qui sont précieuses. Quand je dis les ressources, c'est les ressources naturelles, c'est aussi les ressources humaines. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un lien avec tout ça. Alors, par rapport à nous, les activités, alors on entreprend une démarche qui est assez progressive et on essaie d'être pragmatique et réaliste, hein, parce qu'on n'a pas des moyens surdimensionnés, encore une fois. Donc, on le fait d'abord sur nos activités existantes, parce qu'on sait qu'il y a de quoi travailler autour de nombreux enjeux, d'accord, de pollution, d'environnement, il y a aussi les nuisances, on n'en a pas parlé, mais sonore aussi. Bref, il y a beaucoup d'enjeux au niveau du territoire et d'un comportement citoyen. Et puis également, de commencer à faire de la prospective, donc ça c'est un peu ma partie sur la stratégie, mais pour voir vers quoi on pourrait aller, vers quoi on va et comment est-ce qu'on peut commencer à prendre le virage et cette fameuse transition. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple pour les routes. On va sûrement continuer à faire des routes, même si le réseau a été très développé. Mais c'est peut-être se dire que demain, en fonction des énergies, les routes auront peut-être une autre fonction. Les enrobés seront peut-être là pour recharger des batteries d'une manière un peu vertueuse. On essaye de réfléchir à des nouveaux moyens dans le recyclage, de créer une forme d'énergie. Voilà, parce qu'il y a du végétaux, parce qu'il y a différents matériaux. Donc, c'est tout un tas d'innovations. On ne peut pas tout porter. Donc, on fait un gros travail de veille et j'allais dire même d'éveil stratégique, si vous m'autorisez ce jeu de mots, pour voir. Moi, j'essaie de beaucoup me renseigner sur toutes ces startups ou entreprises qui font des innovations de ce type-là et qui peuvent venir se conjuguer avec nos activités historiques, soit pour les rendre effectivement plus alignés avec les enjeux, soit peut-être pour prendre des virages, parce qu'on sait bien qu'il y a des cycles de vie dans les industries et dans les métiers. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de travailler. En prenant évidemment, en faisant des choix, on est obligé de faire des choix, on ne peut pas tout travailler. Donc, on a fait le choix notamment beaucoup autour de l'énergie et puis l'autre volet qui est le volet social. En créant aussi, parce qu'on a parlé d'innovation beaucoup en termes de technique, de technologie, etc., mais il y a aussi l'innovation dans les modalités, la manière de mettre en œuvre peut-être le travail. On a bien vu que l'année qui s'est écoulée a vraiment été très riche en innovation de part et d'autre, y compris dans la manière de travailler, d'engager les gens dans différentes modalités de fonctionnement, de contribution. Donc ça aussi, ça fait partie de nos recherches. Est-ce que ça répond à votre question, Alban? Oui, tout à fait. J'invite les participants, il nous reste encore 2 minutes, si sur le chat vous voulez encore poser une ou deux questions. Je rebondis peut-être sur un commentaire qu'on avait eu avec Khaled dans les discussions préalables où Khaled nous avait dit qu'il ne faut plus faire de local, c'est-à-dire penser global et agir local. Vous dites qu'il faut penser local, agir local. J'ai envie de parler un peu de cette notion géographique et je voudrais savoir si Véronique vous la partagez également. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un petit mot Oui, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de scalabilité, mais on parle de scalabilité d'un produit et donc du coup d'un service. Et la scalabilité du produit ou du service, elle est forcément décorrélée de la réalité du terrain. Et en fait, je pense que ce dont il faut parler, c'est de la scalabilité de la méthodologie, qui est très importante à mon sens, qui est beaucoup plus énergivore pour les entreprises, etc. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut penser, à mon sens, il faut penser local et agir local, parce qu'à partir de là, on pourra déployer la méthodologie en fonction de la problématique terrain. Je répète, c'est retomber amoureux de son problème. Ça, je le rabâche et on se le rabâche dans notre équipe tous les jours. Parce que sans ça, on répond à côté de la plaque. Et c'est pas forcément durable. On ne va pas dans une logique durable pour nos partenaires, pour nos clients. On va vouloir vendre à tout prix ou se positionner à tout prix par rapport à notre service ou notre produit qui n'est pas forcément adapté aux besoins. Et au final,
ça crée des choses qui ne sont pas durables dans le temps, ni pour l'environnement, ni pour l'humain, ni pour l'entreprise. Véronique, un dernier mot à ce sujet-là? Oui, alors après, on a des enjeux différents avec Innovaya, c'est qu'effectivement, ils ont une problématique qui peut et puis ce sur quoi ils travaillent, ça peut se déployer. On entend bien l'urgence dans certaines régions du monde ou certaines activités. Nous, on va se ramener, on a les pieds sur terre, hein, on a parfois la tête un peu dans les étoiles, mais on a quand même les pieds sur terre. Et on sait qu'on n'a pas des moyens démultipliés, donc oui, agir localement. Et si on se dit aussi, on a peut-être ce rêve simple de dire que si tout le monde essaie d'agir localement, eh ben, ça peut faire des grandes actions. Sauf qu'il faut que ce soit bien coordonné, il ne faut pas que ce soit des initiatives. Donc il faut beaucoup alors, excusez-moi le grand mot, mais d'intelligence collective, c'est-à-dire, vous me parliez tout à l'heure des fournisseurs, des confrères, etc. Il faut que tout le monde agisse dans un même sens et de manière coordonnée. Ça veut dire qu'il faut revoir aussi la manière de fonctionner interentreprises dans les différentes... Alors, les fédérations agissent, les groupements agissent. Heureusement, les gens, on découvre qu'il y a beaucoup de dirigeants et d'acteurs, de managers responsables, mais il faut absolument que ce soit coordonné. Ça ne peut pas être uniquement des petites initiatives locales, d'abord parce qu'on s'épuise et qu'on sera moins fort. Donc, on a intérêt à se structurer, à réfléchir ensemble. On essaie, nous, de faire des groupes et des comités où on invite des gens extérieurs, y compris des clients, des confrères, et ça fait partie j'imagine, moi, c'est aussi, même c'est plus que j'imagine, c'est une conviction que c'est seulement ensemble qu'on peut y arriver. Et quand on parlait d'innovation, je voudrais qu'on n'oublie pas aussi le fait qu'il faut aussi qu'on innove dans la manière dans la gouvernance et dans les modèles économiques. Aujourd'hui, on voit bien que ce sont des transformations qui sont longues, qui demandent vraiment des études en amont, de la réflexion, des moyens. Donc, on ne peut pas être sur les mêmes cycles économiques que ce qu'on connaît parfois quand on lance un produit et puis on s'attend à un retour sur investissement à 3 ans. Aujourd'hui, les cycles de vie se raccourcissent. Donc, il faut absolument aussi qu'on repense les modèles économiques et la manière dont on engage des projets stratégiques. Mais ça, ça fait partie peut-être un petit peu plus du rêve à moyen terme. Mais à court terme, oui, agir localement, mais de manière coordonnée, structurée avec les acteurs du territoire et les parties prenantes. C'est bien noté, merci Véronique. Je crois, Caroline, il nous reste plus de temps. Je pense, voilà, on était censé terminer à midi. Voilà, donc les personnes qui organisent le salon nous laissaient 3-4 minutes de débordement que nous avons atteint. Il est 12h03. Je pense qu'on aurait vraiment envie de continuer de témoigner avec vous. Vous avez encore sûrement des questions. Donc, dans le petit panneau à droite de vos écrans, si vous allez donc dans la rubrique questions, nous avons une idée, Albin et moi. Donc nous pourrons recueillir vos questions et évidemment les transmettre à Khaled et à Véronique si elles s'adressent à eux, bien évidemment. On s'excuse pour vous nous avez fait des petits soucis un peu audio du début, on s'en excuse vraiment. Voilà. Albin, tu veux... Merci à nos participants pour leur témoignage, très complémentaire, je trouve, et puis merci à tous pour votre participation. Merci pour cette initiative, et puis de voir tous les gens qui se mobilisent, ça donne beaucoup d'espoir pour toute cette transformation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi pour l'invitation. Bonne journée.